De retour d'un voyage, j'ai trouvé mes affaires sur la pelouse avec une note, si vous voulez rester ici, vivez au sous-sol. Alors j'ai emménagé dans mon appartement secret et j'ai annulé tous les paiements. Je m'appelle Mélanie Moreau, j'ai 29 ans. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous venez, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés à ma porte 6 mois plus tard. Pour comprendre comment j'ai fini par ramasser mes affaires trempées sur la pelouse par cet après-midi pluvieux d'avril, vous devez connaître ma famille. J'ai grandi dans cette maison coloniale à 2 étages de la rue des Glycines, élevée par mon père Richard, après que ma mère soit décédée d'un cancer quand j'avais seulement 4 ans. Pendant 8 ans, il n'y a eu que nous deux, et ce furent les jours les plus heureux de mon enfance. Papa a bâti son entreprise de construction à partir de rien pour en faire l'une des entreprises les plus prospères de notre ville, mais il a toujours trouvé du temps pour moi. Nous avions des soirées cinéma tous les vendredis, des petits déjeuners crêpes le dimanche, et il n'a jamais manqué un seul événement scolaire. Tout a changé quand j'ai eu 12 ans et que papa s'est marié avec Diane. Elle semblait assez gentille pendant leurs cours, me faisant de petits cadeaux et prétendant s'intéresser à mes loisirs. Avec le recul, j'aurais dû voir les drapeaux rouges lorsque son attention a immédiatement chuté après le mariage. Elle a emménagé dans notre maison avec ses 2 enfants issus d'un mariage précédent, Victor, qui avait 14 ans à l'époque, et Sophie, qui en avait 10. Dès le premier jour, une ligne invisible a été tracée dans notre maison. Diane couvrait de cadeaux ses enfants biologiques tout en me tolérant à peine à table. Victor et Sophie recevaient des secondes avant que je n'ai fini mon premier service. Pour les anniversaires, ils recevaient des fêtes somptueuses tandis que le mien était souvent oublié jusqu'à ce que papa rentre à la maison et insiste pour une célébration de dernière minute. À Noël, la disparité des piles de cadeaux était si évidente que les voisins commentaient. Papa faisait de son mieux pour compenser, m'apportant souvent des cadeaux spéciaux à son retour de voyage d'affaires ou m'emmenant à des rendez-vous père-fille. Cela ne faisait qu'accroître le ressentiment de Diane à mon égard, traitant ces moments comme des preuves que j'essayais de détourner l'attention de son mari de sa vraie famille. Malgré la tension à la maison, mon père et moi avons maintenu une relation étroite. Quand j'ai eu 16 ans, il a commencé à m'enseigner les affaires et la gestion financière. Mélanie, disait-il, la connaissance de l'argent et la liberté, n'oublie jamais ça. Il a ouvert un petit compte d'investissement à mon nom et m'a appris à le faire fructifier, m'expliquant les actions, les obligations et l'immobilier avec une patience qui rendait les concepts complexes compréhensibles. Au moment où je suis parti pour l'université à 18 ans, le compte avait considérablement augmenté. J'ai choisi une université à 3 heures de route, en partie pour son excellent programme de commerce et en partie pour échapper à la tension quotidienne à la maison. Pourtant, j'appelais papa 2 fois par semaine et rentrais chaque mois pour le voir, chronométrant généralement mes visites lorsqu'elle et ses enfants étaient absents, en visite chez ses parents. Pendant ma dernière année d'université, l'entreprise de construction de papa a décroché plusieurs contrats majeurs et sa richesse a considérablement augmenté. Il s'est développé dans l'immobilier commercial et a même commencé à développer un petit immeuble d'appartements de luxe au centre-ville. Il me montrait les plans lors de mes visites à la maison, m'expliquant sa vision de créer non seulement des appartements, mais une communauté. Il ne s'agit pas seulement de construire des structures, Mélanie, disait-il, il s'agit de construire des lieux où la vie se déroule. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de marketing de la ville et j'ai loué un petit appartement avec ma colocataire d'université, bien que j'aurais pu me permettre ma propre place grâce au compte d'investissement que papa m'avait aidé à constituer. J'économisais pour un acompte sur une maison à moi. De plus, vivre avec une colocataire rendait la transition vers la vie professionnelle moins solitaire. Puis, il y a 3 ans, l'impensable s'est produit. Papa m'a appelé un mardi aléatoire et m'a demandé si je pouvais le rencontrer pour déjeuner. Sa voix semblait étrange, mais il a insisté pour que tout aille bien. Quand je suis arrivé à notre restaurant préféré, j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son teint habituellement robuste était pâle et il avait perdu du poids. Cancer du pancréas, a-t-il dit avant même que je puisse demander, stade 4. Le monde s'est incliné sur son axe alors qu'il expliquait qu'il avait été découvert trop tard pour un traitement efficace. Les médecins lui avaient donné 6 mois à 1 an. Il a vécu 8 mois. Pendant ce temps, j'ai réduit mes heures de travail et passé le plus de temps possible avec lui. Diane, à son crédit, semblait sincèrement dévastée, bien que Victor et Sophie fussent étrangement détachés, plus préoccupés par leur héritage que par la souffrance de leur beau-père. Un mois avant sa mort, papa m'a demandé de le rencontrer à son bureau. Sans en parler à personne, il m'a tendu une petite boîte contenant une clé et quelques documents.
J'ai pris des dispositions, a-t-il dit, sa voix autrefois forte à peine audible. La maison ira à Diane, à condition que vous 3 enfants puissiez y vivre si vous en avez besoin. Mais je sais comment elle te traite quand je ne regarde pas, ma chérie. Alors j'ai créé quelque chose juste pour toi. Quand le moment sera venu, utilise cette clé. Après le décès de papa, la lecture du testament a confirmé ce qu'il m'avait dit. La maison familiale est allée à Diane, ainsi qu'une importante police d'assurance vie. Victor et Sophie ont reçu des fonds fiduciaires qui seraient versés à leur majorité à 30 ans. Quant à moi, j'ai reçu une part des intérêts commerciaux de papa, à gérer par son partenaire commercial de longue date jusqu'à ce que je me sente prête à jouer un rôle plus actif. Ce qui n'était pas mentionné dans le testament, c'était ce à quoi ouvrait la mystérieuse clé. Je l'ai gardée en chaîne autour de mon cou, attendant le bon moment, comme papa l'avait ordonné. Pendant 2 ans après la mort de papa, j'ai continué à vivre dans la maison familiale, principalement par sens du devoir et pour surveiller Diane, dont la santé a commencé à décliner peu après le décès de papa. J'ai payé un loyer pour contribuer aux dépenses du ménage, bien que j'ai appris plus tard que je payais bien plus que ma juste part. Victor, travaillant maintenant comme gérant dans un magasin de détail, et Sophie, qui sautait entre divers emplois subalternes, contribuaient de manière minimale tout en traitant la maison comme leur domaine personnel. À mesure que la santé de Diane se détériorait, elle est devenue plus dépendante de ses enfants biologiques qui utilisaient cela pour consolider leur contrôle sur les décisions du ménage. La tension a augmenté, les commentaires désobligeants évoluant en hostilité ouverte. Pourtant, j'ai persévéré, croyant qu'honorer le souhait de papa d'unité familiale valait l'inconfort. Puis est arrivé mon voyage d'affaires à San Francisco. Après 3 ans dans l'entreprise de marketing, j'avais été promu consultant principal, gérant des comptes clients majeurs. Ce voyage particulier visait à finaliser un contrat avec une entreprise technologique qui serait le plus gros client de notre entreprise à ce jour. Le voyage de 2 semaines s'était exceptionnellement bien déroulé, le contrat avait été signé et un dîner de célébration avec les dirigeants du client lors de la dernière nuit. J'ai volé chez moi avec un sentiment d'accomplissement, complètement ignorante que ma belle famille avait comploté pendant mon absence. Alors que le taxi arrivait devant notre maison, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui m'attendait sur la pelouse d'en face. Le chauffeur de taxi fut le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas et mademoiselle, est-ce que ce ne sont pas vos affaires sur la pelouse, me demanda-t-il en nous arrêtant devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre, momentanément confuse par ce que je voyais, vêtements, livres, électronique et meubles. Mes meubles de ma chambre étaient éparpillés dans la cour avant, comme les suites d'une tornade. Il doit y avoir une erreur, ai-je marmonné en payant le chauffeur et en sortant dans la légère pluie qui venait de commencer à tomber. Mon cœur battait la chamade alors que j'approchais de la pelouse, ramassant un album photo détrempé contenant des photos de mon père et moi. Les dégâts d'eau avaient déjà commencé à déformer les pages, brouillant les images comme ma propre vision. Alors que des larmes se formaient, j'ai ramassé une boîte en carton trempé contenant des fournitures de bureau et trouvé la note collée dessus, « Si tu veux rester ici, vis au sous-sol. Sinon, prends tes affaires et pars. VS. Alors que je restais paralysé par le choc, la porte d'entrée s'est ouverte. Victor est sorti, bras croisés, avec Sophie qui se tenait derrière lui, un sourire suffisant sur le visage. « Enfin te voilà », a dit Victor. Nous nous demandions si nous devions appeler quelqu'un pour débarrasser tout ce bazar. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je exigé, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité. « Pourquoi mes affaires sont-elles dehors ? Où est Diane ?» Sophie s'est avancée. Maman a décidé qu'elle avait besoin de plus de soins que nous ne pouvons lui en fournir à la maison. Elle déménage dans un établissement de soins le mois prochain et nous convertissons cet endroit en duplex. Victor prendra l'étage principal et j'occuperai l'étage supérieur, et tu peux avoir le sous-sol si tu veux, a ajouté Victor avec un sourire cruel. C'est non aménagé, mais nous pensons que tu peux le réparer, ou tu peux simplement partir. C'est ton choix. C'est insensé, ai-je dit, regardant mes affaires se mouiller de plus en plus sous la pluie croissante. J'habite ici aussi, je paie un loyer. Vous ne pouvez pas me jeter dehors. En fait, nous le pouvons, a répondu Sophie. La maison est au nom de maman et elle nous a donné une procuration sur ses affaires. Elle est d'accord pour que l'arrangement change. Je doutais fortement que Diane ait accepté quoi que ce soit de ce genre. Sa santé déclinante l'avait rendue de plus en plus confuse, et je soupçonnais Victor et Sophie de profiter de son état. Je veux parler à Diane, ai-je insisté, essayant de passer outre pour entrer dans la maison.
Victor m'a bloqué le passage. Elle se repose et ne veut pas être dérangée, surtout pas par toi. Elle est fatiguée de te voir vivre de sa charité. Charité, ai-je dit, n'en croyant pas mes oreilles. Je paie 1200 € par mois de loyer. Je contribue au service public et aux courses. Si quelqu'un vit de la charité, c'est bien vous deux. Peu importe, a fait Sophie d'un geste dédaigneux. La décision est prise. Tu as jusqu'à ce soir pour soit déplacer tes affaires au sous-sol, soit les emporter ailleurs. Tout ce qui restera sur la pelouse demain sera jeté. L'humiliation s'est intensifiée alors que j'ai remarqué que nos voisins nous regardaient par leurs fenêtres et leurs porches. Madame Dubois d'un accent grave côté était sur ses marches avant, téléphone en main, ayant clairement été témoin de toute la confrontation. Plus loin dans la rue, un groupe d'adolescents avait arrêté leur vélo pour regarder le drame se dérouler. Comme si l'humiliation publique ne suffisait pas, j'ai vite découvert que certains de mes biens les plus précieux avaient disparu. Mon ordinateur portable, qui contenait tous mes fichiers de travail, était introuvable. La boîte à bijoux antiques que mon père m'avait donnée pour mon 16e anniversaire avait également disparu, ainsi que les quelques bijoux de ma mère que j'avais hérités. Où sont mon ordinateur portable et ma boîte à bijoux, ai-je exigé. Victor a haussé les épaules. Aucune idée. Peut-être qu'ils sont dans une des boîtes, ou peut-être qu'ils ont été égarés lors du déménagement. Les choses arrivent. La cruauté décontractée dans son ton indiquait clairement que l'égarement avait été intentionnel. J'ai plus tard retrouvé mon ordinateur portable dans le cabanon du jardin, l'écran fissuré et le disque dur mystérieusement retiré. Alors que je tentais frénétiquement de rassembler mes possessions les plus importantes avant qu'elles ne soient complètement ruinées par la pluie, Sophie me suivait sur la pelouse. Tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi Richard te gardait après la mort de ta mère, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de venin. Il aurait dû t'envoyer vivre avec ta vraie famille au lieu de forcer ma mère à élever l'enfant d'une autre femme. Ces mots me blessaient, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Mon père était ma vraie famille, ai-je répondu, gardant ma voix ferme. Et cette maison était notre foyer bien avant que tu n'emménages ici. Eh bien, c'est notre maison maintenant, a-t-elle rétorqué, et tu n'es pas de la famille, tu ne l'as jamais été. J'ai sorti mon téléphone pour appeler ma meilleure amie Camille. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Salut Mel, comment s'est passé San Francisco? Camille, les jeux interrompus, ma voix se brisant enfin, j'ai besoin d'un endroit où rester. Ils ont jeté toutes mes affaires sur la pelouse et m'ont enfermé dehors. Quoi? Qui? Victor et Sophie. Tu plaisantes? Son indignation était palpable, même au téléphone. Viens ici tout de suite, je t'aiderai à déménager tes affaires. Ces monstres absolus. Pendant que j'attendais que Camille arrive, j'ai continué à rassembler ce que je pouvais. Victor se tenait sur le porche, me regardant avec une satisfaction évidente. Au fait, a-t-il lancé, nous nous attendons à ce que tu continues à contribuer aux dépenses du ménage si tu choisis le sous-sol. En fait, puisque tu réussis si bien dans ton travail, nous pensons que 2000 € par mois serait plus approprié. Je l'ai regardé, incrédule. Vous jetez mes biens sur la pelouse, endommagez ma propriété, et vous attendez toujours que je vous paie? Vous êtes délirant. Son expression s'est assombrie. Écoute attentivement, Mélanie. Ma mère a passé des années à te supporter parce que Richard insistait. Maintenant qu'il est parti, les choses vont changer. Tu joueras selon nos règles ou tu partiras complètement. Et si tu choisis de partir, ne pense pas à contester quoi que ce soit en justice. Nous avons des documents montrant les souhaits de maman, et en tant que ses enfants biologiques, nous aurons toujours plus de poids que toi. J'ai senti une clarté froide m'envahir alors que je réalisais la profondeur de leur trahison. Ils planifiaient cela depuis des mois, voire des années, attendant le bon moment pour frapper. Mon voyage d'affaires avait fourni l'occasion parfaite. Quand Camille est arrivée, elle est sortie de sa voiture et a immédiatement commencé à m'aider à rassembler mes biens trempés par la pluie. Je n'arrive pas à croire qu'il ferait ça, a-t-elle fulminé pendant que nous chargions des boîtes dans sa voiture. C'est au-delà de la cruauté. Apparemment, cela fait longtemps que ça couve, ai-je répondu, mon choc initial cédant la place à une colère sourde qui brûlait au plus profond de ma poitrine. Pendant que nous travaillions, j'ai atteint l'intérieur de ma chemise et senti la clé qui pendait autour de mon cou depuis que mon père me l'avait donnée. Peut-être que c'était le bon moment dont il avait parlé. Au moment où nous avons fini de charger la voiture de Camille et ma petite berline avec ce que nous pouvions sauver, la nuit était tombée.
Une grande partie de ce qui avait été sur la pelouse plus tôt était irréparable, livres détrempés, électronique ruinée, vêtements tachés de boue et d'herbe. Alors que nous partions, j'ai regardé en arrière la maison où j'avais grandi, maintenant étrangère et hostile, et j'ai pris une décision. Je ne me laisserai plus jamais être victimisé par eux. Après avoir déposé mes biens sauvés chez Camille, je me suis assise sur son canapé, enveloppé dans une couverture, fixant la mystérieuse clé que je portais autour de mon cou depuis 3 ans. C'était une clé inhabituelle, pas le genre qui ouvrirait une porte de maison typique ou un cadenas. Elle ressemblait plutôt à quelque chose qui appartiendrait à un immeuble de haute sécurité. Je pense qu'il est temps de découvrir ce que cela ouvre, ai-je dit à Camille, partageant enfin l'histoire du mystérieux cadeau de mon père. Attachée au trousseau de clés se trouvait une petite étiquette métallique avec une série de chiffres et de lettres, 1402R. Les documents de mon père comprenaient une carte de visite pour le parc Rive Gauche, l'immeuble d'appartements de luxe au centre-ville que mon père avait développé dans ces dernières années. Tu ne penses pas, les yeux de Camille s'écarquillèrent. J'ai hoché lentement la tête. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain matin, je suis allé au parc Rive Gauche, un élégant immeuble de 20 étages avec un portier et un hall d'entrée au sol en marbre. Mon cœur battait la chamade alors que j'approchais du comptoir de la réception, m'attendant à être refoulé. « Bonjour », ai-je dit au concierge, un monsieur âgé distingué aux cheveux argentés. « Mon nom est Mélanie Moreau, je crois que mon père, Richard Moreau, m'a peut-être laissé quelque chose ici. » L'expression du concierge a immédiatement changé en entendant mon nom. « Madame Moreau, nous nous demandions quand vous nous rendriez visite. Votre père parlait souvent de vous pendant la construction. » Il a tendu la main. « Je suis Walter, le concierge principal. Votre père était un homme extraordinaire. » Walter a passé un appel rapide et quelques instants plus tard, le gestionnaire de l'immeuble est apparu, une femme d'une 50aine d'années nommée Patricia. « Madame Moreau, quel plaisir de vous rencontrer enfin, » a-t-elle dit chaleureusement. « Votre père m'a dit que vous pourriez venir un jour. Il m'a dit de vous donner ceci quand vous arriveriez. » Elle m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit dans l'écriture distinctive de mon père. Les doigts tremblants, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire « Ma très chère Mélanie, si tu lis ceci, alors le moment est venu pour toi d'utiliser la clé que je t'ai donnée. J'ai toujours su qu'après mon départ, ta vie dans cette maison pourrait devenir intenable. Diane essaie, mais sa loyauté sera toujours d'abord envers ses propres enfants, et ils n'ont jamais caché leur ressentiment à ton égard. J'ai donc préparé un endroit où tu pourras toujours te sentir en sécurité et chez toi. Le parc Rive Gauche a été mon dernier projet, et j'y ai mis mon cœur. L'appartement 1402 est le tien, acheté net avec les taxes foncières et les frais de syndic prépayés pour les 10 prochaines années. Le R signifie Rive Gauche, mais aussi Richard, un petit morceau de moi qui veille sur toi. J'espère que tu n'auras pas besoin de cet endroit immédiatement après mon départ. J'espère que la famille que j'ai essayé de construire tiendra le coup, mais j'ai toujours cru à la préparation de toutes les éventualités. C'est ton sanctuaire, Mélanie, personne ne peut te le prendre. Tout mon amour, papa. Des larmes coulaient sur mon visage alors que Patricia me tendait des mouchoirs. Il était assez précis à propos de l'appartement, a-t-elle expliqué doucement. Il a personnellement supervisé tous les détails de la conception et de l'ameublement. Walter a proposé de m'accompagner à l'étage. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage et il m'a conduite à une porte marquée 1402. « Bienvenue chez vous, Madame Moreau », a-t-il dit alors que j'insérais la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte pour révéler un appartement magnifique qui m'a coupé le souffle. Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues panoramiques sur la ville et la Seine. La lumière du soleil matinal entrait, illuminant un salon magnifiquement meublé avec des planchers de bois franc et des meubles modernes et confortables. J'ai parcouru l'appartement d'un jour. La cuisine était équipée d'appareils électroménagers haut de gamme et de comptoirs en pierre. La salle à manger avait une table pour 6 personnes, suggérant que mon père m'imaginait recevoir des amis ici. La chambre principale comprenait un dressing et une salle de bain attenante avec une baignoire. Une deuxième chambre avait été aménagée en bureau à domicile avec un bureau positionné pour profiter de la vue pendant le travail. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout semblait personnel. La palette de couleurs comprenait des bleus et des verts, mes préférés. Les étagères contenaient plusieurs de mes auteurs préférés, ainsi que des photographies de papa et moi au fil des ans. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée de nous lors de ma remise de diplôme universitaire, tous deux rayonnant de fierté. Votre père a passé des semaines à tout choisir, a expliqué Walter.
Il a dit qu'il voulait que cela ressemble à chez soi dès votre entrée. Dans le dressing de la chambre principale, j'ai trouvé des vêtements pour femmes dans ma taille exacte, rien d'ostentatoire, juste des basiques de haute qualité qui correspondaient parfaitement à mon style. Dans le réfrigérateur et le garde-manger, j'ai découvert qu'ils étaient approvisionnés en articles non périssables et en produits de base. Mon père avait vraiment pensé à tout. Alors que Walter se préparait à me laisser explorer seul, il m'a tendu un dossier d'informations sur l'immeuble. Il y a un répertoire des résidents, des informations sur les équipements et tous les numéros de contact dont vous pourriez avoir besoin. L'immeuble dispose d'une salle de sport, d'une piscine et d'une salle communautaire au 3e étage. Nous organisons des événements sociaux mensuels pour les résidents si vous êtes intéressés. Seul dans l'appartement, mon appartement, je me suis assise sur le canapé et me suis autorisé à assimiler pleinement ce qui s'était passé. Mon père, sachant à quel point je pourrais être vulnérable après sa mort, m'avait créé ce sanctuaire. Pourtant, j'avais continué à vivre dans la maison familiale par un sens mal placé d'obligation, endurant une hostilité croissante pendant que cet espace magnifique m'attendait. Cet après-midi-là, je suis retourné chez Camille pour récupérer mes biens sauvés. J'ai ma propre place, lui ai-je dit, encore un peu incrédule. Mon père m'a acheté un appartement avant de mourir. Quoi? C'est incroyable, s'est-elle exclamée. Mais pourquoi n'y as-tu pas emménagé juste après sa mort? J'ai secoué la tête, me posant la même question. Je suppose que je me sentais obligé d'essayer de maintenir la famille dans laquelle il s'est marié. Je pensais que c'est ce qu'il aurait voulu. Mais il avait clairement anticipé cette situation exacte, a souligné Camille. Il les connaissait mieux que tu ne lui accordais de crédit. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé à organiser ma nouvelle vie. Je suis allé plonger dans les poubelles derrière la maison familiale pendant que Victor et Sophie étaient au travail, sauvant d'autres de mes biens qu'ils avaient jetés. Certains articles étaient irréparables, mais j'ai réussi à récupérer des albums photos, des documents importants et des objets sentimentaux qui avaient été mis au rebut. Lors d'une de ces missions de récupération, j'ai découvert un conteneur étanche dans le cabanon du jardin contenant des fichiers de sauvegarde pour mon ordinateur professionnel, quelque chose que j'avais créé mais oublié. Cela m'a évité de perdre des informations critiques sur les clients et m'a permis de continuer à travailler malgré la destruction de mon ordinateur portable. La partie la plus étrange de cette transition fut de réaliser que je payais un loyer pour vivre dans la maison familiale tout en possédant un appartement de luxe net. L'ironie n'était pas perdue sur moi que je soutenais financièrement des gens qui m'avaient traité avec un tel mépris. Une semaine après avoir emménagé au parc Rive-Gauche, j'ai rencontré Harold Dubois, l'avocat de longue date de mon père. J'avais trouvé sa carte de visite parmi les documents que mon père m'avait laissés. Je me demandais quand vous appelleriez, a dit Harold lorsque nous nous sommes rencontrés à son bureau. Votre père m'a demandé d'attendre que vous veniez à moi plutôt que de vous chercher. Il a dit que vous sauriez quand il serait temps. Harold a expliqué qu'au-delà de l'appartement, mon père m'avait laissé plus que je ne le réalisais. Je possédais 40% de son entreprise de construction, les 60% restants étant répartis entre son partenaire commercial et quelques employés clés. L'entreprise avait continué à prospérer après sa mort, générant des dividendes importants qui s'accumulaient sur un compte à mon nom. De plus, j'ai découvert que bon nombre des dépenses du ménage pour la maison familiale au paiement d'hypothèques, taxes foncières, assurances, services publics avaient été automatiquement payés à partir de comptes d'entreprise que mon père avait établis. Ces paiements faisaient techniquement partie de mon héritage, et j'avais toute autorité pour les réorienter ou les annuler. Votre père a mis cela en place pour s'assurer que tout le monde soit pris en charge, a expliqué Harold. Mais il a été explicite sur le fait que ces dispositions pouvaient être modifiées à votre discrétion si les circonstances changeaient. J'ai quitté le bureau de Harold avec une nouvelle compréhension de ma situation financière et un plan qui se formait dans mon esprit. Je ne couperai pas tout soutien immédiatement, cela semblait inutilement cruel, surtout pour Diane qui était sincèrement malade, mais je commencerai un retrait stratégique qui forcerait Victor et Sophie à assumer leurs responsabilités financières. Ce soir-là, dans mon magnifique appartement surplombant les lumières de la ville, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant la maladie de mon père, la paix. Alors que je m'endormais dans ma nouvelle maison, j'ai eu l'impression que mon père veillait toujours sur moi, ayant fourni exactement ce dont j'avais besoin, exactement quand j'en avais le plus besoin. Le lundi après avoir découvert mon appartement, j'ai rencontré à nouveau Harold pour mettre en œuvre ma stratégie financière. Je veux comprendre exactement quelles dépenses du ménage je paie actuellement, lui ai-je dit. Harold a consulté des enregistrements détaillés sur son ordinateur. Les comptes d'entreprise couvrent le paiement de l'hypothèque de 3 200 € par mois,
les taxes foncières trimestrielles, l'assurance habitation annuelle et les services publics, soit en moyenne 600 € par mois. De plus, il y a un compte de dépenses ménagères qui reçoit 2500 € par mois pour les épiceries et l'entretien. J'étais stupéfaite par le total. Alors l'entreprise, dont je possède 40%, paie plus de 7000 € par mois pour entretenir une maison où je ne suis plus la bienvenue, et en plus, je leur payais 1200 € de loyer. Harold a hoché la tête d'un air sombre. Votre père voulait s'assurer que tout le monde soit pris en charge. Il n'aurait pas pu anticiper qu'il vous forcerait à partir. Et les dépenses médicales de Diane? Celles-ci sont couvertes séparément par la police d'assurance que Richard a achetée. Ce n'est pas lié au compte du ménage. J'ai réfléchi attentivement à mes prochaines étapes. Voici ce que je veux faire. Premièrement, arrêter immédiatement mes paiements de loyer. C'est évident. Deuxièmement, je veux rediriger mes 40% des bénéfices de l'entreprise vers mes comptes personnels plutôt que vers le fonds du ménage. Troisièmement, mettons en place une réduction progressive des aides du ménage sur 3 mois, a expliqué Harold en prenant des notes. Le premier mois, nous maintiendrons les paiements hypothécaires et de services publics actuels, mais nous réduirons de moitié le compte de dépenses du ménage. Le deuxième mois, nous réduirons les contributions hypothécaires et de services publics de 50%. Le troisième mois, nous mettrons fin à tous les paiements, à l'exception d'une petite allocation spécifiquement pour les besoins personnels de Diane, qui irait directement à ses prestataires de soins, pas à Victor ou Sophie. Cela leur donne le temps de s'adapter, ai-je expliqué. Ils devront soit trouver des moyens de couvrir eux-mêmes ces dépenses, soit prendre d'autres dispositions de logement. Cela semble plus que juste, a convenu Harold. La plupart des gens dans votre situation quittent tout immédiatement après ce qu'ils ont fait. Je ne fais pas cela par vindicte, ai-je précisé. J'ai juste besoin d'établir des limites et mon indépendance. Et honnêtement, continuer à les soutenir financièrement ne ferait que favoriser leur comportement. Avec mon plan financier en marche, j'ai tourné mon attention vers la reconstruction de ma vie. Mon appartement au parc Rive Gauche était déjà entièrement meublé, mais j'avais besoin de remplacer l'électronique endommagée et les objets personnels. Les dividendes de l'entreprise que Harold m'avait redirigée fournissaient plus que suffisamment de fonds pour ces achats. J'ai acheté un nouvel ordinateur portable, aménagé un bureau à domicile approprié dans la deuxième chambre et commencé à établir une routine. Sans la tension quotidienne de la maison familiale, je me suis retrouvée plus productive et créative dans mon travail. J'ai élargi ma clientèle et j'ai même envisagé de lancer ma propre société de conseil en marketing plutôt que de rester dans mon entreprise. Vivre au parc Rive Gauche a également ouvert un nouveau monde social. Le bâtiment était vraiment une communauté, comme mon père l'avait imaginé. J'ai rencontré Robert et Hélène Dubois, un couple de retraités septuagénaires qui vivaient à côté, au 1403. Ils m'ont invité à dîner lors de ma première semaine, partageant des histoires sur mon père pendant la construction de l'immeuble. Richard parlait constamment de toi, m'a dit Hélène par-dessus des lasagnes maison. Il nous montrait tes photos et nous parlait de tes réalisations. Il était si fier de toi. De l'autre côté du couloir, au 1401, vivait Jasmine Chin, une chirurgienne pédiatrique d'une trentaine d'années qui travaillait de longues heures mais trouvait toujours du temps pour les événements sociaux du bâtiment. Nous avons rapidement développé une amitié basée sur nos éthiques de travail similaires et notre amour partagé pour les podcasts de True Crime. Au 12e étage, j'ai rencontré Michael Dubois, un architecte de 32 ans qui avait en fait travaillé avec mon père sur la conception du parc Rive Gauche. Notre première conversation dans l'ascenseur s'est transformée en café dans le café au rez-de-chaussée du bâtiment, puis en course matinale régulière le long du sentier de la Seine. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de construire des liens basés sur le respect mutuel et l'intérêt sincère, plutôt que sur l'obligation ou une histoire partagée. Le contraste entre ma nouvelle vie et les années de tension passées dans la maison familiale ne pouvait être plus marqué. 3 semaines après avoir emménagé au parc Rive Gauche, j'ai reçu la première indication que ma stratégie financière avait un effet. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de Victor. Un appel que j'ai refusé. Quelques minutes plus tard, un texto est arrivé, la société hypothécaire a envoyé un avis de retard de paiement. Qu'est-ce qui se passe avec le travail de papa? Appelle-moi à Zap. J'ai attendu jusqu'au lendemain pour répondre, puis je l'ai appelé depuis mon bureau pendant ma pause déjeuner. Pourquoi l'hypothèque est-elle en retard, a-t-il exigé sans même un bonjour. Bonjour à toi aussi, Victor, ai-je répondu calmement. J'ai redirigé ma part des bénéfices de l'entreprise vers mes comptes personnels. Je ne contribue plus aux dépenses du ménage. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il explosé.
Cet argent est pour la maison. En fait, je peux, ai-je dit. Je possède 40% de l'entreprise et j'ai tout à fait le droit de recevoir ma part des bénéfices directement. L'arrangement de papa était subordonné au fait que j'y vive, ce qui n'est plus le cas puisque vous avez jeté mes affaires sur la pelouse. Ce n'est pas, a-t-il bredouillé. Où habites-tu de toute façon? Cela ne te concerne pas, ai-je répondu. Ce qui te concerne, c'est de trouver comment Sophie et toi allez couvrir l'hypothèque et les autres dépenses. J'ai organisé pour que les paiements continuent à un taux réduit pendant les 2 prochains mois pour vous donner le temps de vous adapter, mais après cela, vous serez seul. Le flot d'obscénité qui a suivi m'a tout dit sur les compétences en planification financière de Victor. J'ai mis fin à l'appel en plein discours, bloqué son numéro et suis retourné à mon travail avec un étrange sentiment de calme. La réponse de Sophie est venue via les réseaux sociaux, où elle a posté une attaque à peine voilée, m'appelant une demi-sœur égoïste et ingrate qui avait abandonné sa famille en cas de besoin. Plusieurs connaissances mutuelles m'ont contacté en privé pour me demander ce qui s'était passé. J'ai fourni un compte rendu simple et factuel, sans embellissement, y compris une photo de mes biens sur la pelouse. Le cours de l'opinion publique s'est rapidement retourné contre Victor et Sophie. Au fil des semaines, j'ai mis en place des mesures de sécurité dans mon immeuble. J'ai fourni à Walter et à l'équipe de sécurité les photos de Victor et Sophie et des instructions pour ne pas les autoriser à entrer en aucun cas. J'ai configuré la redirection du courrier et je me suis assuré qu'aucun dossier public ne me reliait au parc Rive Gauche. Bien que je ne pense pas qu'ils feraient des efforts extrêmes pour me trouver, leur réaction au changement financier suggérait qu'ils n'étaient pas à l'abri du harcèlement. À la fin du premier mois dans ma nouvelle maison, je me sentais plus stable et en sécurité que depuis avant la mort de mon père. J'avais transformé la deuxième chambre en un bureau à domicile entièrement fonctionnel, rejoint le centre de fitness et la piscine de l'immeuble, et commencé à assister aux réceptions mensuelles des résidents. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon à regarder le coucher du soleil se refléter sur la Seine, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cet appartement n'était pas juste un espace physique que mon père avait fourni, il était l'incarnation de son amour et de sa prévoyance. Il avait créé non seulement une maison pour moi, mais une base à partir de laquelle je pouvais construire une nouvelle vie, selon mes propres termes. Pour la première fois depuis son décès, je me sentais vraiment en paix avec son absence, sachant que, à sa manière, il prenait toujours soin de moi. 3 mois après avoir emménagé au parc Rive Gauche, ma vie avait complètement changé. J'avais quitté mon entreprise de marketing et créé ma propre société de conseil, Moreau Création, travaillant principalement depuis mon bureau à domicile, avec des réunions clients occasionnelles dans le centre d'affaires de l'immeuble. La liberté de l'auto-emploi m'a permis de sélectionner des clients que j'appréciais vraiment et des projets qui me mettaient au défi créativement. Ma relation avec Michael s'était approfondie, car nous avions découvert des valeurs communes et des tempéraments complémentaires. Il comprenait ma situation familiale compliquée sans jugement, ayant navigué dans ses propres dynamiques familiales difficiles après le divorce de ses parents. Un soir, lors d'un dîner dans mon appartement, Michael a posé la question que j'envisageais moi-même. As-tu déjà culpabilisé de ce qui leur arrive? J'ai réfléchi à ma réponse attentivement. Je me suis posé cette question plusieurs fois, mais voici la chose, je ne suis pas la cause de leur situation. Je ne fais que ne plus empêcher les conséquences naturelles de leur choix. Ce sont des adultes qui doivent assumer la responsabilité de leurs actes. C'est une perspective saine, a-t-il hoché. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de limites. Exactement. Et honnêtement, s'il m'avait traité avec une décence de base, même s'il m'avait juste laissé ramasser mes affaires correctement au lieu de les jeter sur la pelouse, j'aurais probablement continué à les soutenir financièrement, par respect pour les souhaits de mon père. Ils ont créé cette situation, pas moi. Les nouvelles concernant ma belle famille arrivaient au compte-gouttes par le biais de connaissances communes. La première mise à jour significative est venue de Madame Dubois, notre ancienne voisine, qui avait toujours été gentille avec moi. Elle m'a appelé un après-midi, inquiète. « Mélanie, j'espère que ça ne te dérange pas que je te contacte », a-t-elle commencé. « Je pensais que tu devrais savoir qu'il y a un avis de retard sur la porte de ta famille. Ça a l'air sérieux. » Cela ne m'a pas surprise, étant donné que mon soutien financier avait été considérablement réduit à ce stade, mais cela a confirmé que Victor et Sophie n'avaient pas réussi à remplacer le revenu perdu. Une semaine plus tard, j'ai rencontré un ancien collègue dont la femme travaillait dans la chaîne de magasins où Victor était employé. « As-tu entendu que Victor a perdu son emploi ?» a-t-il demandé. Apparemment, il a été surpris en train de prendre des pauses déjeuner prolongées et d'arriver en retard à répétition.
Son patron a dit que son attitude était devenue insupportable, qu'il s'énervait contre les clients et qu'il blâmait ses subordonnés pour ses erreurs. La situation de Sophie n'allait pas mieux, selon des publications sur les réseaux sociaux vues par des amis communs. Elle changeait de travail de plus en plus fréquemment, ne restant jamais plus de quelques semaines à un poste. Son Instagram montrait toujours des séances de shopping et des repas dans des restaurants chers, suggérant qu'elle finançait son style de vie par carte de crédit plutôt que par des revenus. La mise à jour la plus complète est venue de Harold, qui surveillait toujours les comptes du ménage dans le cadre de notre retrait progressif. L'hypothèque a maintenant 60 jours de retard, m'a-t-il informé lors de notre réunion mensuelle. Les taxes foncières du trimestre n'ont pas été payées et il y a des factures de services publics impayées. De plus, leur voiture a été saisie la semaine dernière. Et Diane, ai-je demandé, sincèrement inquiète du bien-être de ma belle-mère, malgré notre relation compliquée. Son assurance maladie est séparée et reste intacte, m'a assuré Harold. Cependant, j'ai reçu des notifications indiquant que ces médicaments n'ont pas été remplis régulièrement. Il semble que Victor et Sophie négligent peut-être ces soins dans une certaine mesure. Cela me troublait profondément. Diane n'avait jamais été particulièrement chaleureuse envers moi, mais elle ne méritait pas la négligence dans sa maladie. Après avoir consulté Harold, j'ai arrangé un compte séparé spécifiquement pour les besoins non médicaux de Diane, les articles personnels, les mesures de confort et les médicaments qui seraient administrés directement par ses prestataires de soins, sans la connaissance ou l'accès de Victor et Sophie. Au début du 4e mois, les appels ont commencé. D'abord, des numéros inconnus auxquels je ne répondais pas, puis des téléphones d'amis qu'ils avaient clairement empruntés. Je les ai tous refusés, mais j'ai écouté les messages vocaux. Mélanie, c'est Victor. C'est allé trop loin. La banque menace de saisie. Tu dois recommencer les paiements immédiatement. C'est ce que papa aurait voulu. Salut, c'est Sophie, j'utilise le téléphone de Jen puisque tu as bloqué le mien. Écoute, nous pouvons trouver un arrangement pour que tu reviennes. Le sous-sol n'est pas si mal, et nous sommes de la famille après tout. Rappelle-moi. Leur désespoir croissant était évident dans chaque message, mais notablement absent était toute reconnaissance de leur comportement ou excuse pour la façon dont ils m'avaient traité. Ils me considéraient uniquement comme une ressource financière, pas comme une personne méritant le respect ou la considération familiale. Au 5e mois, les choses s'étaient encore détériorées. Harold m'a rapporté que des avis de coupure de service public avaient été affichés à la maison. D'abord le câble et Internet, puis l'électricité, avec des avertissements concernant l'eau à suivre. L'hypothèque était maintenant officiellement en défaut de paiement, avec des procédures de saisie initiées par la banque. J'ai maintenu ma distance et mon silence, me concentrant plutôt sur la construction de mon entreprise et de ma nouvelle vie. La société de conseil prospérait, les recommandations de clients apportant plus de travail que je ne pouvais en gérer seul. J'ai embauché une assistante à temps partiel et j'envisageais d'embaucher un deuxième consultant pour gérer le débordement. Ma relation avec Michael s'est approfondie car nous avons découvert des valeurs communes et des tempéraments complémentaires. Il comprenait ma situation familiale compliquée sans jugement, ayant navigué dans ses propres dynamiques familiales difficiles après le divorce de ses parents. Un soir, lors d'un dîner dans mon appartement, Michael a posé la question que j'envisageais moi-même. As-tu déjà culpabilisé de ce qui leur arrive ? J'ai réfléchi à ma réponse attentivement. Je me suis posé cette question plusieurs fois, mais voici la chose, je ne suis pas la cause de leur situation. Je ne fais que ne plus empêcher les conséquences naturelles de leur choix. Ce sont des adultes qui doivent assumer la responsabilité de leurs actes. C'est une perspective saine, a-t-il hoché. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de limites. Exactement. Et honnêtement, s'il m'avait traité avec une décence de base, même s'il m'avait juste laissé ramasser mes affaires correctement au lieu de les jeter sur la pelouse, j'aurais probablement continué à les soutenir financièrement, par respect pour les souhaits de mon père. Ils ont créé cette situation, pas moi. À l'approche du 6e mois, Harold m'a informé que la saisie de la maison familiale était maintenant inévitable. La banque a programmé une vente aux enchères pour le mois prochain, a-t-il expliqué. Victor et Sophie n'ont pris aucune disposition pour un logement alternatif, pour autant que je sache. J'ai ressenti une pointe de nostalgie à l'idée de perdre ma maison d'enfance, mais j'ai reconnu que c'était de la nostalgie pour une époque avant que Diane et ses enfants n'entrent dans nos vies. La maison avait cessé d'être une vraie maison pour moi il y a longtemps. La même semaine, j'ai reçu une dénonciation anonyme d'une personne se disant amie de Sophie. Ils ont engagé un détective privé pour te trouver.
Ils sont désespérés et te blâment pour tout. Sois prudente. Que l'avertissement soit légitime ou non, j'ai renforcé les mesures de sécurité dans mon immeuble. J'ai informé Walter et l'équipe de sécurité d'être particulièrement vigilants, j'ai mis à jour mes paramètres de confidentialité sur tous mes comptes et je me suis assuré que l'adresse de mon bureau à domicile figurant sur les documents commerciaux était en fait une boîte postale sécurisée. 6 mois jour pour jour après avoir trouvé mes biens sur la pelouse, je rentrais d'un dîner d'affaires avec un nouveau client. La réunion s'était exceptionnellement bien déroulée, avec la signature d'un contrat pour une campagne marketing de 6 mois qui allait considérablement élargir le portefeuille de mon entreprise. Alors que j'approchais du parc Rive Gauche, satisfaite de l'évolution de ma vie, je ne savais pas que Victor et Sophie attendaient dans le hall, prêts à faire une dernière tentative désespérée pour exploiter ce qu'ils considéraient toujours comme leur droit de famille sur mes ressources. L'élégant hall du parc Rive Gauche, normalement un espace de transition paisible entre la ville animée et la tranquillité de la maison, semblait instantanément différent lorsque j'ai poussé la porte tournante ce soir-là. Walter, habituellement posté derrière le bureau du concierge avec un salut chaleureux, était en conversation avec 2 agents de sécurité, sa posture tendue. Puis j'ai vu pourquoi. Victor et Sophie étaient assis dans la salle d'attente, semblant bien plus mal en point que lorsque je les avais vus pour la dernière fois. L'apparence habituellement méticuleuse de Victor s'était détériorée, son visage mal rasé et ses vêtements froissés suggéraient quelqu'un sous un stress considérable. Sophie, toujours à la mode à l'excès, portait un jean et un simple pull au lieu de ses tenues habituelles de créateur, ses reflets soigneusement entretenus avaient repoussé, montrant des racines sombres. Ils m'ont repéré avant que je ne puisse me retirer par la porte tournante. Mélanie, a appelé Victor, tous deux se précipitant vers moi. Les agents de sécurité se sont immédiatement interposés. Madame Moreau, ces individus prétendent être votre famille, a dit Walter. Ils attendent depuis près de 3 heures. J'étais sur le point de vous appeler. Tout va bien, Walter, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le ressentais. Je vais leur parler brièvement dans le hall. Seuls les gardes sont restés à proximité alors que nous nous dirigions vers un coin salon, suffisamment loin des autres résidents pour la vie privée, mais assez près du bureau de sécurité pour la sécurité. Alors c'est là que tu t'es caché, a dit Victor, regardant le hall au sol en marbre avec une envie non dissimulée. Belle amélioration par rapport à la maison que tu as abandonnée. Je n'ai rien abandonné, ai-je répondu calmement. On m'a jeté dehors, tu te souviens? Mes affaires sur la pelouse, la charmante note à propos du sous-sol. Sophie a au moins eu la décence d'avoir l'air momentanément embarrassée. C'était une erreur. Nous étions bouleversés par la dégradation de la santé de maman et nous nous sommes défoulés sur toi. Comment m'avez-vous trouvé, ai-je demandé, ignorant sa tentative médiocre de justification. Victor s'est agité inconfortablement. Nous avons engagé quelqu'un. Ça nous a coûté une fortune que nous n'avons pas, mais nous devions te trouver avant qu'il. Il s'est arrêté brusquement. Avant quoi, ai-je insisté. Sophie s'est interposée. Avant que nous ne perdions la maison. La vente aux enchères de la saisie est la semaine prochaine. Nous n'avons nulle part où aller, Mélanie. Maman est transférée dans un établissement public parce que nous ne pouvons plus nous permettre les soins privés. Je suis désolé d'apprendre pour Diane, ai-je dit, sincèrement préoccupé, mais j'ai veillé à ce que ses besoins médicaux soient couverts séparément. Les problèmes financiers avec la maison ne sont pas de ma responsabilité. Bien sûr, ce sont tes responsabilités, a rétorqué Victor, assez fort pour que les agents de sécurité s'approchent. Il a baissé la voix. Papa voulait que cette maison nous soutienne tous. Tu nous as délibérément coupés. Papa voulait que nous soyons une famille, ai-je corrigé. Cela incluait de nous traiter les uns les autres avec respect. Tu as fait ton choix lorsque tu as décidé que je ne méritais pas une décence de base. Sophie s'est penchée en avant, adoptant le ton doux qu'elle réservait à la manipulation. Nous avons fait une erreur, Mel. Nous étions en deuil et stressés, mais nous sommes toujours une famille. Papa voudrait que nous restions ensemble. Ne prononcez pas mon père pour me manipuler, ai-je dit doucement. Tu ne l'as jamais respecté de son vivant, et tu n'as certainement pas honoré sa mémoire depuis sa mort. Victor a changé de tactique. Écoute, nous savons que tu as cet endroit maintenant. C'est immense pour une seule personne. Nous pourrions tous vivre ici, nous entraider. Je pourrais trouver un emploi à proximité et Sophie pourrait t'aider au ménage. L'audace de leur proposition m'a laissé momentanément sans voix. Après m'avoir jeté hors de la maison familiale, ils s'attendaient maintenant à emménager dans mon sanctuaire privé.
L'entitlement était à couper le souffle. Ça ne va pas arriver, ai-je dit fermement. Mon appartement n'est pas disponible pour vous. Espèce de salope égoïste, a craché Victor, sa façade amicale s'effondrant instantanément. Tu vis dans le luxe pendant que nous sommes sur le point d'être sans abri. C'est ce que papa aurait voulu. Ce que papa voulait, ai-je répondu calmement, c'était que je sois en sécurité, quelle que soit la façon dont sa deuxième famille me traitait. C'est pour ça qu'il a acheté cet appartement sans vous le dire à aucun de vous. Il savait exactement qui vous étiez, même s'il espérait mieux. Les yeux de Sophie se sont plissés. Nous ne partons pas sans quelque chose. Tu nous dois. Je ne vous dois rien, ai-je déclaré. Chaque facture que j'ai payée après la mort de papa, chaque dépense du ménage à laquelle j'ai contribué, chaque chèque de loyer que j'ai écrit, ce sont des choix que j'ai faits par respect pour lui, pas par obligation envers vous. Victor s'est levé soudainement. Alors nous prendrons ce que nous devons. Ton précieux papa t'a tout laissé pendant que nous n'avions rien. Nous rééquilibrons juste les choses. Il s'est dirigé vers les ascenseurs, clairement dans l'intention de forcer son chemin jusqu'à mon appartement. Sophie a rapidement suivi. L'équipe de sécurité est intervenue immédiatement, leur bloquant le passage. Vous n'êtes pas résident et vous n'avez pas d'accès autorisé, a déclaré fermement un garde. C'est ma demi-sœur, c'est aussi mon appartement familial, a crié Victor en essayant de passer. Reculez, ou nous serons forcés de vous expulser des lieux, a averti le deuxième garde. Victor, jamais du genre à reculer lorsqu'il était acculé, a fait l'erreur de pousser le garde. En quelques secondes, les deux agents de sécurité l'avaient maîtrisé pendant que Walter décrochait calmement le téléphone pour appeler la police. Sophie a commencé à pleurer de façon dramatique. Mélanie, s'il te plaît, dis-leur de le laisser partir. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Malgré tout, voir leur désespoir ne m'a procuré aucune satisfaction. Victor, Sophie, ce n'est pas la bonne façon. Si vous partez pacifiquement maintenant, je n'engagerai pas de poursuite. Victor, toujours maîtrisé mais ne se débattant plus, m'a lancé un regard rempli de haine pure. Ce n'est pas fini. Tu penses être tellement mieux que nous, mais tu n'es rien. Richard ne favorisait que toi parce qu'il se sentait coupable de la mort pathétique de ta mère. Le commentaire cruel était destiné à me blesser profondément, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté. Cet homme en colère et prétentieux, n'avait jamais été et ne serait jamais une famille pour moi, malgré le mariage de nos parents. Walter, s'il vous plaît, faites-les sortir, ai-je dit doucement, et mettez à jour leurs photos dans le système de sécurité. Ils ne doivent être admis sous aucun prétexte. Alors que les gardes escortaient Victor et Sophie vers la sortie, plusieurs de mes voisins qui avaient été témoins de la confrontation se sont approchés de moi. Jasmine, de l'autre côté du couloir, m'a passé son bras autour des épaules. Robert et Hélène, le couple âgé d'accent grave côté, se tenaient à proximité, offrant des sourires de soutien. Ces gens semblaient terribles, a dit Jasmine. Tu vas bien? Je vais aller bien, ai-je répondu, regardant mes demi-frères et sœurs être escortés dehors. Victor criant toujours des menaces et Sophie pleurant toujours. De retour dans mon appartement, j'ai appelé Harold pour l'informer de la confrontation et me renseigner sur des mesures de sécurité supplémentaires. Il a suggéré une ordonnance de protection formelle, ce que j'ai accepté de poursuivre immédiatement. Aussi, a-t-il ajouté, étant donné leur désespoir actuel, vous voudrez peut-être faire attention à tout compte financier ou document auquel ils pourraient avoir accès. Ils pourraient tenter une usurpation d'identité ou d'autres formes de fraude. J'ai passé la soirée à sécuriser mes comptes financiers, à changer les mots de passe et à configurer des étapes de vérification supplémentaires. Pendant que je travaillais, mon téléphone s'allumait continuellement avec des messages provenant de numéros inconnus, probablement Victor et Sophie utilisant à nouveau les téléphones d'amis, que j'ai refusés et bloqués. Plus tard dans la nuit, alors que j'essayais de dormir, je me suis retrouvé à réfléchir au chemin étrange qui m'avait mené jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'étais déterminé à maintenir l'harmonie familiale à tout prix, croyant que c'était ce que mon père aurait voulu. Maintenant, j'avais compris que ce qu'il voulait vraiment, c'était que je sois assez forte pour me protéger lorsque c'était nécessaire. La confrontation dans le hall avait été désagréable, mais finalement clarifiante. Victor et Sophie avaient montré leur vraie couleur, non seulement à moi, mais à ma nouvelle communauté. Dans leur effort pour envahir mon sanctuaire, ils n'avaient fait que renforcer pourquoi j'en avais besoin en premier lieu. Alors que je m'endormais, je me sentais étrangement en paix.
demain apporterait le processus officiel d'ordonnance de protection, des consultations de sécurité supplémentaires et probablement d'autres tentatives désespérées de contact de la part de Victor et Sophie. Mais pour la première fois, je me sentais pleinement équipé pour gérer quoi qu'il arrive. Le plus beau cadeau de mon père n'était pas l'appartement lui-même, mais la sagesse de reconnaître quand lâcher prise et le courage de recommencer. Cette sagesse guidait désormais mes propres choix dans les affaires, dans les relations, dans la vie. J'ai regardé les visages souriants de ma famille choisie et j'ai ressenti une profonde gratitude, non seulement pour l'endroit où j'avais atterri, mais pour le voyage difficile qui m'y avait mené. Parfois, il faut perdre ce que l'on croyait avoir besoin pour découvrir ce que l'on mérite vraiment. Avez-vous déjà dû recommencer complètement votre vie après une trahison? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la recherche de la force dans des endroits inattendus. Rappelez-vous, parfois la famille que nous choisissons est plus forte que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté mon parcours, et je vous souhaite le courage de créer la vie que vous méritez, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre chemin.